Malgré l'importance de la vision, une grande partie de la communication se fait par l'audition. Par conséquent, la surdité peut être un handicap socialement plus gênant que la cécité. Ce cours va vous montrer comment un son, qui n'est autre qu'une vibration, est transformé en une activité nerveuse électrique, qui est la seule activité utilisable par le système nerveux. Voyons à quoi correspondent le son et l'audition. L'audition est la perception de l'énergie qui est transportée par les ondes sonores. Ces ondes sont des vibrations mécaniques d'un milieu. Ce milieu est le plus souvent de l'air. Ces vibrations correspondent à des variations de pression où alternent des pics et des vallées. On peut illustrer ces variations de pression par des variations de densité des molécules de l'air qui se propagent comme les ronds générés par un caillou jeté dans l'eau. Vous pouvez en déduire que le son ne se propage pas dans le vide. Finalement, le son est notre interprétation des caractéristiques des ondes sonores, c'est-à-dire de leur fréquence, de leur amplitude, mais aussi de leur durée. Le cerveau traduit la fréquence des ondes en hauteur de son. La fréquence des ondes correspond à un nombre de cycles par seconde ou hertz. Un cycle est mesuré de pic à pic. Nous percevons les ondes de basse fréquence comme des sons graves, alors que les ondes de haute fréquence sont perçues comme des sons aigus. Un homme perçoit des sons dans la gamme 20 à 20 000 Hz, avec un optimum de perception entre 1000 et 3000 Hz. Les fréquences utilisées en conversation se situent entre 85 et 7000 Hz. Les chauves-souris perçoivent les ultrasons, c'est-à-dire des fréquences de plusieurs dizaines de kHz, alors que les éléphants perçoivent les infrasons, c'est-à-dire des fréquences très basses. La puissance du son est notre interprétation de son intensité. Elle dépend de la sensibilité de l'oreille de chacun. L'intensité du son est mesurée par son amplitude sur une échelle logarithmique en décibels. Chaque augmentation de 10 décibels correspond à une augmentation de puissance de 10 fois. Une conversation normale est d'environ 60 décibels. Un concert de hard rock peut atteindre 120 décibels, ce qui peut endommager les récepteurs sensoriels de l'oreille. Nous verrons que ces récepteurs sont les cellules ciliées. Les dégâts causés par un traumatisme sonore dépendent non seulement de l'intensité et de la fréquence, mais aussi de la durée d'exposition au bruit. Hormis la hauteur et l'intensité, la phase est une autre caractéristique du son et correspond aux différences de temps entre des ondes sonores. Nous verrons que cette phase permet au système auditif de localiser les sons dans l'espace. Voyons maintenant les moyens qui sont mis en œuvre pour capter les sons et les transformer en un signal électrique. L'oreille se subdivise en 3 parties, externe, moyenne et interne. L'oreille externe se compose d'un pavillon fibro-cartilagineux ou conque et d'un conduit auditif. Ce conduit est enduit d'une cire, la cire humène ou cérumène, qui a pour fonction de protéger et de lubrifier le conduit et le tympan. En effet, le conduit auditif est fermé à son extrémité interne par une fine membrane appelée tympan ou membrane tympanique.
Cette membrane sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est constituée d'une cavité remplie d'air et d'osselets. Cette cavité, appelée caisse tympanique, est reliée au pharynx par la trompe d'Eustache. Cette trompe est normalement fermée, mais elle s'ouvre transitoirement pour équilibrer la pression de l'oreille moyenne et la pression atmosphérique, notamment durant la mastication, la déglutition ou le bâillement. Une inflammation peut boucher cette trompe, ce qui favorise la stagnation de liquide dans l'oreille moyenne et l'apparition d'une otite. Les trois osselets de l'oreille moyenne conduisent le son de l'environnement externe vers l'oreille interne. Il s'agit du marteau, de l'enclume et de l'étrier. Ces trois osselets sont attachés ensemble par un système d'articulation biologique. Le marteau est fixé au tympan, alors que l'étrier s'attache sur la fenêtre ovale, qui est une petite membrane. Il existe en fait un quatrième osselet, l'os lenticulaire, qui est localisé entre l'enclume et l'étrier. L'os lenticulaire est le plus petit os du corps humain. L'oreille interne est formée de deux structures sensorielles. D'une part, l'appareil vestibulaire, avec les canaux semi-circulaires. Vous verrez dans un cours spécifique que cet appareil assure le sens de l'équilibre. D'autre part, la cochlée, qui contient les cellules réceptrices de l'audition. La cochlée est un tube membraneux, enroulé comme une coquille d'escargot. D'ailleurs, on l'appelle aussi le limaçon osseux. Cette cochlée est localisée dans une cavité osseuse appelée labyrinthe. La fenêtre ovale et la fenêtre ronde sont deux membranes qui séparent la cochlée de l'oreille moyenne. La cochlée est divisée en trois canaux parallèles remplis de liquide. Le canal vestibulaire, le canal cochléaire et le canal tympanique. Sur une vue déroulée, on voit que les canaux vestibulaires et tympaniques sont accolés jusqu'à la pointe de la cochlée, appelée apex. À ce niveau, les deux canaux communiquent par un orifice appelé hélicotrème. En revanche, le canal cochléaire est un tube borgne qui, lui, communique avec le système vestibulaire. La cochlée est remplie de liquide. Le liquide des canaux vestibulaires et tympaniques a une composition similaire au plasma, c'est la périlymphe. En revanche, le liquide du canal cochléaire ou endolymphe est plus riche en potassium et pauvre en sodium, comme les liquides intracellulaires. Vous verrez un peu plus loin que ces différences de concentration ionique vont servir dans l'une des étapes de transduction du son, c'est-à-dire dans la transformation du son en un signal électrique. Le canal cochléaire contient l'organe de Corti, qui est constitué de cellules ciliées, c'est-à-dire les cellules auditives, ainsi que de cellules de soutien. Cet organe repose sur la membrane basilaire et il est en partie recouvert par la membrane tectoriale. Ces deux membranes sont souples et bougent sous l'action des ondes qui circulent dans le canal vestibulaire. Les oscillations des membranes fléchissent les cils des cellules auditives. Comme les cellules gustatives, les cellules ciliées ne sont pas des neurones. La face apicale de chaque cellule ciliée
présente 50 à 100 cils appelés stéréocils. Ces stéréocils ont différentes longueurs et sont disposés par hauteur croissante. Les cils les plus longs, ou kinocils, sont pris dans la membrane tectoriale qui recouvre les cellules. Les mouvements de cette membrane se transmettent alors aux stéréocils. Sous l'action des sons, les cils fléchissent dans un sens, puis dans l'autre. Les stéréocils sont reliés entre eux par des ponts protéiques. Ces ponts agissent comme des ressorts qui sont reliés à des portes. Ces portes ouvrent et ferment des canaux ioniques de la membrane du cil. Quand les cellules et leurs cils sont au repos, peu de canaux ioniques sont ouverts, environ 10%, et une faible quantité de neurotransmetteurs est libérée sur le neurone sensoriel primaire, c'est-à-dire sur le premier neurone de la voie auditive. Quand les ondes déplacent la membrane tectoriale avec un fléchissement des cils du côté des cils les plus grands, les petits ponts protéiques ouvrent des canaux, ce qui fait pénétrer les ions potassiques de l'endolymphe et dépolariser la cellule. Il s'ensuit une ouverture des canaux calciques voltage dépendant et une libération de neurotransmetteurs sur le neurone sensoriel primaire, ce qui augmente sa fréquence de décharge de potentiel d'action. Lorsque les ondes déplacent les cils dans le sens opposé, c'est-à-dire du côté des cils les plus courts, les ressorts protéiques ferment les canaux ioniques, la membrane de la cellule s'hyperpolarise, ce qui réduit la libération de neurotransmetteurs et donc la fréquence de décharge des potentiels d'action. Ainsi, la fréquence de vibration des ondes est convertie en séquence de potentiels d'action. Pour résumer tout ce que nous venons de décrire, il existe donc 4 niveaux de transduction qui vont transformer une vibration en un signal électrique. L'énergie du son se transmet dans l'air sous forme des vibrations mécaniques, puis sous forme d'ondes liquides, puis sous forme de signaux chimiques, ce sont les neurotransmetteurs, et enfin sous forme de potentiel d'action, c'est-à-dire le signal électrique. Les sons qui atteignent l'oreille externe sont guidés par le conduit auditif externe vers le tympan, où ils deviennent des vibrations mécaniques du tympan. Le tympan permet de collecter de faibles vibrations de l'air sur une surface étendue. Ces vibrations sont ensuite transférées successivement au marteau, à l'enclume et à l'étrier. La disposition de ces 3 osselets forme un levier qui démultiplie la force des vibrations qui sont transmises à la fenêtre ovale. Si les niveaux de bruit sont dangereusement élevés, la contraction du muscle de l'étrier réduit l'amplitude des mouvements des osselets, ce qui atténue la transmission du son. C'est le réflexe stapédien, qui est un réflexe protecteur de l'oreille. En vibrant, l'étrier tire et pousse sur la fenêtre ovale. À son tour, la fenêtre ovale vibre, ce qui produit des ondes dans le liquide de la cochlée. Les liquides étant incompressibles, l'énergie des ondes se propage jusqu'à la fenêtre ronde et se dissipe dans l'air de l'oreille moyenne. Cette étape correspond à la transduction liquide. En se déplaçant dans la cochlée, les ondes poussent sur les membranes souples du canal cochléaire, c'est-à-dire les membranes tectoriales et basilaires, ce qui courbe les cils des cellules ciliées.
Les mouvements des cils entraînent la libération de neurotransmetteurs sur les neurones sensoriels primaires. C'est la transduction chimique. Enfin, en se fixant sur les neurones sensoriels primaires, les neurotransmetteurs engendrent des potentiels d'action. Ces potentiels sont la véritable information codée électrique qui va parvenir au cerveau par l'intermédiaire des fibres nerveuses cochléaires du 8e nerf crânien. C'est la transduction électrique. Voyons maintenant les étapes de traitement du son. Nous avons vu qu'un son est identifié par sa hauteur et son intensité. Il est aussi identifié par sa localisation. La localisation d'un son dans l'espace est un processus complexe qui nécessite les informations des deux oreilles. Nous avons vu que c'est la phase ou la différence de temps entre des ondes qui permet cette localisation. Cette identification de la localisation du son est traitée au niveau cérébral. En revanche, la hauteur et la puissance du son sont analysées au niveau de chaque cochlée. La cochlée est donc la première étape de traitement du son. En effet, le codage de la hauteur du son, c'est-à-dire de sa fréquence, est assuré par la membrane basilaire. Cette membrane est rigide et étroite dans sa partie proximale, c'est-à-dire à proximité de la fenêtre ronde. Elle est au contraire plus flexible dans sa partie distale, c'est-à-dire à proximité de l'hélicotrème. Les ondes de haute fréquence créent des déplacements de la portion proximale de la membrane basilaire. Cette partie étant rigide, les ondes ne sont transmises que sur une faible distance de la cochlée. En revanche, les ondes de basse fréquence se propagent tout le long de la membrane, entraînant des déplacements maximum dans la partie distale de la membrane basilaire. À chaque hauteur de son correspond donc une zone de la membrane basilaire où la vibration est maximale. La fréquence du son est donc codée selon la population neuronale qui est activée. Nous avons ainsi une tonotopie, c'est-à-dire une représentation topographique de la distribution des sons sur la membrane selon leur fréquence. Elle résulte d'une transformation d'une information fréquentielle en un codage spatial. Cette tonotopie est préservée jusqu'au cortex auditif, car les neurones reliés aux cellules auditives situées le long de la membrane basilaire se projettent sur des régions correspondantes du cortex. La puissance du son est codée dans l'oreille de la même façon que pour les récepteurs somatiques. En résumé, plus le son est fort et plus la fréquence de décharge des potentiels d'action du neurone sensoriel est élevée. Voyons maintenant les voies auditives. De la cochlée partent les fibres nerveuses ou fibres cochléaires. Les corps cellulaires de ces fibres sont localisés dans le ganglion spiral. Les fibres cochléaires s'associent aux fibres vestibulaires pour constituer le 8e nerf crânien ou nerf cochléo-vestibulaire. Les informations transitent successivement dans les noyaux cochléaires, l'olive supérieure, le noyau du lemnisque latéral, le colliculus inférieur et le corps genouillé médian avant de parvenir au cortex auditif. L'organisation tonotopique que nous venons de décrire est conservée dans toute la voie auditive.
les noyaux cochléaires sont le premier relais des informations auditives. Ils sont à l'origine du réflexe stapédien. Les olives supérieures reçoivent des informations homo- et contralatérales. Nous avons ainsi une ascension bilatérale jusqu'au cortex des informations de chaque oreille. Les corps genouillers médians représentent le relais thalamique. Il se subdivise en deux parties. La partie ventrale se projette dans le cortex auditif primaire. La partie dorsale et médiane constitue le relais vers le cortex auditif secondaire. Le cortex auditif primaire comporte une représentation tonotopique précise des fréquences sonores, alors que cette représentation tonotopique est moins stricte dans le cortex auditif secondaire. Enfin, pour terminer ce cours, voyons quelques aspects de pathologie. La diminution de l'audition ou hypoacousie peut résulter de lésions mécaniques ou nerveuses. Il existe 3 formes d'hypoacousie. L'hypoacousie de conduction, qui peut être secondaire à une obstruction du conduit auditif, par exemple par un bouchon de cérumen. Elle peut être aussi secondaire à une atteinte des osselets. L'hypoacousie centrale, qui résultera de lésions des voies nerveuses jusqu'au cortex cérébral. Et enfin, l'hypoacousie neurosensorielle, par une atteinte de l'oreille interne, notamment par un traumatisme sonore qui détruit de manière irréversible les cellules ciliées. Physiologiquement, l'âge s'accompagne d'une perte de ces cellules auditives et est à l'origine de la presbyacousie.